Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet consacré à la personnalité. Alors, il existe des différences individuelles aussi dans la manière de se comporter et cela, on peut tous s'en rendre compte en effet. Mais comment se développe la personnalité? Comment est-ce qu'elle influence sur nos comportements? Pour parler de ce sujet, il me fallait une experte digne de ce nom parce que c'est un sujet bien complexe comme on va pouvoir l'aborder. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Audrey Platania, directrice clinique et pédagogique des centres Cogiteuse. Audrey Platania, bonjour. Et bonjour Émilie. Alors, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui parce que voilà, c'est un sujet, c'est un peu un challenge. Plus qu'un sujet, c'est un challenge. On en parlait tout à l'heure avant de lancer cet enregistrement. La personnalité, voilà, on peut s'en douter, hein, chaque personne voilà, est différente, a une manière d'agir, ses spécificités, son vécu. Donc, on imagine toutes les ramifications que cela peut engendrer. En tous les cas, on va essayer d'effleurer déjà ce petit sujet, si vous le permettez. Tout petit. Tout petit. Est-ce que déjà, pour démarrer, on peut essayer de décrire ou d'expliquer ce qu'est la personnalité en psychologie? On le rappelle quand même, il faut 5 ans d'études. Hein. Est-ce qu'on peut essayer de le définir en quelques mots? Non, pas en quelques mots, je pense que c'est vraiment difficile. La personnalité, en réalité, moi j'ai envie de commencer par pourquoi en fait. Pourquoi on a besoin justement de cette notion-là pour se penser, pour penser les autres. Pourquoi c'est une notion qui est centrale en psychologie, hein, comme vous venez de le dire, c'est vraiment pas un petit sujet, c'est vraiment le cœur de la psychologie, de la psychothérapie. Mais c'est aussi le cœur de notre vie quotidienne. Enfin, je veux dire, quand on y pense, on est tous en train de tout le temps d'essayer de classer les gens, de catégoriser les gens, de se dire, voilà, moi, je suis plutôt comme ça, lui, il est plutôt comme ça, d'avoir des critères d'identification et de catégorisation pour classifier nous-mêmes, pour pouvoir nous penser et pour pouvoir penser les autres. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, c'est à la fois naturel, automatique, indispensable en fait, et à la fois, ça peut devenir vraiment problématique. D'accord? Enfin, je m'explique, c'est-à-dire que c'est naturel et c'est automatique parce que sans repère, sans référentiel, en fait, on ne peut pas penser le monde, on ne peut pas penser les autres. Donc, on a besoin tout le temps de ranger le monde et de hiérarchiser et de catégoriser. Sinon, c'est impensable. Enfin, la vie, les autres seraient impensables. Et d'ailleurs, quand on voit un tout petit, les enfants, dès la maternelle, ils disent lui, il est gentil, lui, il est méchant, lui, c'est un perturbateur, lui, c'est. Enfin, on a très vite besoin de mettre des référentiels parce qu'on a besoin de cohérence, on a besoin de consistance pour pouvoir penser les choses. Puis on a besoin aussi de prévoir, c'est-à-dire on a besoin de savoir un peu se repérer pour pouvoir prévoir les réactions des gens. Hein, on se dit, ah, lui, je peux lui dire ça, à elle, je peux pas, ah, je peux pas lui faire ça, à elle, je peux. Enfin, vous voyez, on a besoin de ce référentiel aussi pour penser nos relations et prévoir, en fait, anticiper la réaction de notre environnement. Et puis, je pense que c'est aussi essentiel parce que ça permet de donner le poids aussi d'un facteur plus biologique, enfin, au-delà de quelque chose qu'on n'aurait pas choisi, quoi. Si on est comme ça, si telle personne est comme ça, c'est aussi parce que c'est sa personnalité, c'est aussi parce qu'elle a vécu ça. Donc, Ouais. ça permet aussi quelque part de donner un poids comme une espèce de force au-delà de notre propre volonté qui vient un peu déterminer notre manière de nous comporter et de réagir avec les gens, avec le monde, quoi. Donc voilà, mais ça devient aussi un piège. Ah oui, vous allez nous raconter tout ça, mais effectivement, donc c'est vrai qu'on peut déduire donc que parce que cette personne est comme ça, on peut lui inventer donc une histoire. Peut-être on peut lui prêter en tous les cas une histoire qui expliquerait qu'elle soit comme ça ou pas. Mais vous le disiez, donc est-ce que il y a une part d'inné
Est-ce que c'est quelque chose qu'on hérite? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Comment ça se passe? Les deux, évidemment. Les deux, c'est vrai que quand on croise et qu'on regarde toutes les approches en psychologie, on sait aujourd'hui, alors les études vont vers 40% de génétique et 60% d'environnement, à peu près. Mais ça veut dire qu'en effet, on n'arrive pas neutre au monde. On n'arrive pas page blanche, quoi. Il y a des facteurs génétiques, héréditaires, épigénétiques aussi, on le sait, qui nous donnent telle et telle potentialité, telle et telle caractéristique, et c'est ce qu'on appelle le tempérament, d'ailleurs. D'accord, oui. Tempérament, c'est les racines de notre personnalité, c'est-à-dire c'est le bagage de base avec lequel on arrive au monde et qui est souvent très biologique. C'est déterminé par souvent ces systèmes de neurotransmission, c'est le système dopaminergique, la sérotonine, votre capacité à résister au stress, à réguler vos émotions. Enfin, C'est chimique finalement. Voilà, c'est des données vraiment physiologiques, chimiques, mais aussi des données héréditaires. Et on sait aujourd'hui, avec les études épigénétiques, qu'il y a aussi de la transmission des événements de vie des générations antérieures. Enfin, on sait qu'il y a quand même, en effet, on n'arrive pas neutre au monde. D'accord. Ouais. Ce qui est assez dingue, parce que par exemple, dans une même fratrie, effectivement, on peut être élevé par les mêmes parents, par être frère, sœur, etc., évoluer dans un environnement plus ou moins similaire et avoir des tempéraments complètement différents. Oui, ben déjà, frères, sœurs, ils n'ont pas les mêmes bagages génétiques. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fonction d'eux, on peut avoir un… Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il y a pas mal d'études au niveau de la personnalité qui ont été faites sur les jumeaux monozygotes qui, justement, ont en commun un patrimoine génétique consistant, et de voir quel impact a justement plus l'environnement. Et on voit à quel point, après, l'environnement a un impact sur le malaxage, sur comment les gènes vont s'exprimer, sur qu'est-ce que ça va donner comme coloration. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, quelque part. C'est comment, en fait, cette base de départ va être pétrie, va être façonnée, va être transformée par nos interactions avec l'environnement, qui va quand même déterminer, avoir un poids considérable sur notre manière de nous penser et notre manière de ressentir, de voir le monde, de nous voir. C'est ça la personnalité, quoi. C'est le regard qu'on a sur nous, sur le monde, etc. Ok, donc j'imagine que c'est pas figé. Du coup, on voit donc comment elle peut se développer, donc en fonction de différents facteurs, etc. Mais alors du coup, ça veut dire qu'on n'est pas les mêmes enfants qu'adultes. Enfin, on peut évoluer, parfois naturellement, parfois par un travail justement sur soi, parce qu'on a besoin peut-être de changer un petit peu notre approche au monde. Comment on développe justement cette personnalité? Ben oui, mais ça, c'est hyper important de le dire. C'est-à-dire qu'on a cette sensation que c'est ma personnalité, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Enfin, beaucoup de croyances autour de ça. Moi, je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est dans ma nature. Comme s'il y avait une espèce de soi à l'intérieur qui est un soi pur, qui serait notre personnalité. Vous voyez ? Et on l'entend beaucoup d'ailleurs dans des termes comme deviens qui tu es. Ouais.
voilà, et deviens qui tu es, en réalité, ça veut rien dire. Ça voudrait dire qu'on a un espèce de soi à l'intérieur qu'il faudrait qu'on arrive à découvrir pour enfin se connecter à un truc qui serait nous. Mais ça, non. la personnalité, c'est pas ça. La personnalité, c'est une mosaïque et puis c'est surtout une construction qui est dynamique et qui est tout le temps en interaction avec l'environnement. C'est jamais fini, en fait, la construction de la personnalité. C'est jamais fini à partir du moment où on s'en donne, où on la regarde comme une ouverture de possible. Ça devient très problématique. C'est là où je disais que c'était un piège. Quand justement, on a cette représentation, cette croyance qu'on est comme ça et que c'est comme ça et qu'on ne peut rien changer parce que c'est notre personnalité. Ouais. Mais là, on peut du coup le vivre plutôt comme un poids parfois, alors que du coup, en fait, ça oui. n'est pas du tout le cas. Enfin, voilà, il y a… C'est ça. En réalité, on a une possibilité et une flexibilité de transformation et de possibilité de changer, d'évoluer, qui est bien plus considérable que ce qu'on le pense quand on pense la personnalité. Vous voyez ? Parce que la personnalité, la difficulté, c'est qu'on se fait des théories sur soi, en fait. Des théories où on a comme un biais de généralisation sur soi. C'est là, du coup, on se fait les croyances limitantes, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. On se fait tout un système de règles et de croyances en se disant, bon, ben, moi, je suis généreuse, je suis gentille, je suis impulsive, Il y a des vraies bases hein, sur le plan, encore une fois, génétique et au niveau du tempérament, mais il y a une vraie ouverture, un vrai champ de possible pour pouvoir modifier ça à partir du moment où on se rend compte que ce ne sont que des systèmes de croyances et non pas des espèces de vérités auxquelles on est condamné. Vous voyez pourtant, on le vit hein, comme des vérités. C'est-à-dire, c'est oui, très… un peu comme des fatalités, quoi. On se dit, bah, moi, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça va engendrer le fait qu'on va se comporter en fonction de cette théorie qu'on s'est fait sur nous-mêmes. Enfin, cette théorie qu'on s'est fait sur nous-mêmes, que l'environnement aussi, il y a nous a renvoyé, mais… une participation de l'interaction avec l'environnement. Et du coup, on va se comporter avec cette croyance-là, avec ces théories-là, ce qui va venir confirmer la théorie. Vous voyez ? Et après, on est un peu le cercle vicieux, entre guillemets, quand on… Voilà. On est dans une boucle rétroactive de se dire, de toute façon, j'en ai des preuves. Enfin, moi, les personnes, je suis en thérapie, souvent, c'est ça le plus difficile. Mais non, ça, c'est une réalité. J'en ai des preuves. Il s'est passé ça, 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 ça. Vous voyez bien toutes les preuves que j'ai que je suis comme ça. Oui, mais en fait, c'est tout dû à un environnement et après, on s'est auto-conditionné pour correspondre à cette… des schémas, des patterns de réponse qui se répètent dans une cohérence, dans une consistance et qui viennent encore plus asseoir cette théorie qu'on a sur nous. Vous voyez ? Alors, quand tout se passe bien, ça va. Mais le problème, c'est quand, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous freine dans notre évolution. Et du coup, c'est là où la bonne nouvelle arrive, c'est qu'en effet, on peut travailler sur ça. C'est ça. Donc, à partir du moment déjà où on se sent pas épanoui, où on sent qu'il y a des blocages, il ne faut pas hésiter à consulter. C'est ça. Et du coup, sur quoi on travaille ? Comment on travaille ça ? Pour enlever ces freins, enlever ces croyances limitantes, ça va être tout un travail, j'imagine. Plus ou moins complexe. Ah ouais, il y a la thérapie, mais je trouve que ce qui est fascinant, c'est que, comme vous dites, il y a l'âge aussi. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on n'est pas les mêmes à 15 ans, à 25 ans, à 45 ans. On sent que il y a une phrase qui dit la personnalité, c'est être pareil tout en étant différent. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est donné de par nos modes de pensée, notre intelligence aussi, parce qu'il ne faut pas dissocier, je trouve que c'est erroné de dissocier la personnalité de l'intelligence. Tout ça fonctionne ensemble. Donc, on a un mode de pensée, on a une sensibilité, on a
des potentialités qui font que ça reste solide, ça reste comme une colonne vertébrale en nous. Mais on sent aussi qu'il y a une évolution avec l'âge et puis il y a une évolution avec les événements de vie, positifs ou négatifs, hein, les deuils, les décès, les pertes, les traumatismes, ça vient vraiment, on sent que notre personnalité, notre manière de nos patterns de réponse, ils évoluent en fonction de ça, par rapport à nos réussites, par rapport à nos fiertés, on sent que ça évolue aussi. Donc, il y a la thérapie, mais on sent bien que la personnalité, dans tous les cas, elle n'est pas figée, quoi. Il y a vraiment pas une fixité qui viendrait comme ça se déterminer tout le long de la vie qui on est. Ouais. Et après, il y a la thérapie. Oui, évidemment, quand on est en souffrance, Oui, mais voilà. presque, j'ai envie de dire, c'est intéressant d'aller observer ça, alors même quand on va bien, par curiosité, vous voyez? Parce que ces schémas qu'on a de pensée, de soi, du monde, on en a tous en fait. On est tous construits par rapport à, déjà de manière archaïque avec nos premières interactions au monde. Et en effet, est-ce que l'environnement a répondu, comment l'environnement a répondu à nos besoins fondamentaux, hein. On en a déjà beaucoup parlé ensemble sur d'autres vidéos, la sécurité, l'autonomie, le sentiment de compétence, le cadre, la régulation, enfin il y a des besoins, l'enfant il a des besoins fondamentaux de développement et la manière dont l'environnement va soit apporter des réponses ajustées, ni dans la carence, ni dans l'excès, dans la congruence, ça va permettre à l'enfant de développer des systèmes de pensée sur lui et sur le monde. Et c'est ces premiers systèmes de pensée, ces premiers schémas, hein, comme certaines approches le disent, ces premiers schémas qui vont ensuite créer le lit de la personnalité. Ouais. C'est Voilà. la brique, quoi. Enfin, il y a un peu de ciment, un peu de… En me disant qu'il y a les racines dans le génétique, puis après, il y a le premier noyau qui est construit dans les premières interactions, les interactions précoces avec l'environnement, qui vont construire ces premiers schémas de pensée sur soi. Et après, on va développer des systèmes d'adaptation. C'est-à-dire Le monde qu'avec… extérieur, là, l'environnement, le monde extérieur. Voilà. C'est-à-dire par rapport à ce que j'ai compris, construit de ce que je pense être, comment je m'adapte. Voyez, par exemple, si dans mon environnement, j'ai des parents qui sont très exigeants, pour qui c'est jamais suffisant, ou je sens qu'il y a comme un schéma d'imperfection qu'on appelle, c'est-à-dire c'est jamais suffisant. On peut toujours faire mieux dans la vie, on peut toujours faire mieux. Voilà, une croyance qu'on a comme ça. Et moi, je me dois de donner le meilleur de moi parce que dans la vie, il faut toujours faire mieux. Vous voyez? Du coup, ça crée une espèce de schéma d'imperfection. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais m'adapter à ce système-là, alors de croyances, de schémas, vous l'appelez comme vous voulez, de théorie sur soi, mais l'idée est le même, c'est une représentation. Il y a plusieurs possibilités. On dit qu'il y a 3 grandes stratégies. Soit j'adhère complètement à ça, donc je me sens de toute façon imparfait, et quoi que je fasse, je serai insatisfait et je peux pas, je vais avoir beaucoup de mal après à identifier mes réussites, mes fiertés, parce que je vais tout de suite percevoir le truc que j'aurais pu mieux faire. Donc là, j'adhère. Cette frustration, Voilà. quoi. Ouais, Voilà. Soit je suis dans le combat, là c'est la deuxième stratégie d'adaptation, c'est que je combats ça. Donc du coup, au contraire, je peux être dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce schéma-là et aller dans des schémas ou dans des stratégies d'adaptation qui sont finalement toujours dans l'échec, quelque part. Je me sabote, je fais jamais rien de bien. Enfin, je combats ça
en étant dans l'échec quelque part. Hein. C'est grossier, c'est caricatural ce que je Oui, vous dis, hein, mais c'est pour voilà. bien sûr. Soit je fuis et voilà et je suis en dilettante et il y a un problème de motivation. Enfin, mais il peut y avoir des tas et des tas d'assemblage de ces schémas et de moi, comment je m'y adapte et du coup, comment je vais me comporter et réagir par rapport à mon environnement. Mais vous voyez comme à la base, ça part d'une théorie sur soi. Ouais. D'une théorie sur soi en fonction de mes besoins fondamentaux et puis en fonction des projections que l'environnement mettent sur cet enfant, mettent sur nous, quoi. Enfin, Mmh. dès le départ, ah oui, bah, oh là là, bah, toi, tu es tout ton père, Ah oui. bah, voilà. Ou tu ressembles à la belle-mère, ou enfin, et ça, en fait, c'est des projections qui vont se mêler à la construction de la personnalité et construire ses premières théories sur soi. Et après, on va construire nos stratégies d'adaptation par rapport à ces théories sur soi. Et on se confirme ça parce que dans nos manières de nous comporter et de réagir avec l'environnement, eh bien, c'est là ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, ça se réalise. Et du coup, ça prend tout ça. Vous voyez? C'est vrai que ce pouvoir du cerveau, effectivement, donc de se construire par rapport à des images qu'on nous a renvoyées ou des petits mots qu'on nous a dit, et finalement de se construire, de se développer autour de ça, alors que ça reste voilà, des mots, etc. Et de voir qu'après, ben, on se construit. Et puis alors, on l'a dit, c'est pas figé, hein, mais voilà, après, ça demande un travail pour déconstruire et pour pas reformater, mais en tous les cas, pour trouver d'autres évolutions possibles. Bah C'est ouais, fou ce pouvoir du cerveau. Mmh. le pouvoir du cerveau qui, je trouve, enlève complètement le poids du contexte et de la situation. Parce qu'on le sent bien aussi, on n'est pas les mêmes au travail, avec nos amis, avec notre famille. Enfin, on est une mosaïque et selon le contexte, selon la relation, selon la personne qui est en face de nous, on va avoir différentes stratégies et patterns de réponse. Donc, on sent bien qu'on n'est pas qu'un, quoi. On est vraiment une altérité. C'est l'auberge espagnole à l'intérieur. Hein. On est vraiment On fera un autre sujet sur la schizophrénie un peu plus tard. non, ça, après, c'est les troubles. Mais on sent bien qu'on est constamment dans une forme de cohabitation à l'intérieur. Qu'il y a une part de nous qui d'ailleurs, enfin, c'est notre identité. On sent bien qu'à l'intérieur, on a une part un peu enfant, une part ado, une part où on se pense comme ci, où on se pense comme ça. Il n'y a pas, voilà, c'est pas figé dans quelque chose. Et puis même, enfin, il y a des moments, selon ce que je vis, selon qui je rencontre, on se dit, waouh, mais je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Je ne pensais pas que j'étais capable de réagir comme ça. On se surprend, en fait, parce qu'il y a en réalité beaucoup plus de possibilités que ce qu'on fige dans cette manière de théoriser et de conceptualiser qui on est et ce qu'on pense de nous et ce qu'on pense des autres. C'est vrai. Et même parfois, avec le recul, on se dit, mais comment j'ai fait pour… voilà, ça nous paraît même parfois pas si concret que ça, alors que ça s'est produit, on l'a fait. Ouais, mais on se dit, comment c'est possible? Comment j'ai été capable de le faire? C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'on arrive à… Alors qu'on sait se surpasser. Et justement, ça demande une certaine force de volonté. Et ça, tout le monde en est capable. Du coup, force de volonté et je pense que c'est confrontation, prendre le risque de la nouveauté. C'est surtout une chose de risque. Parce que, comme on l'a dit, ces théories sur nous, ça nous amène à nous orienter vers tel type de milieu professionnel, tel type d'amis, tel type de milieu culturel. Vous voyez, parce que comme on se pense en fonction de tous ces systèmes et théories sur soi, ah ben, en fait, on va aller vers les gens, ce qu'on appelle l'entre-soi, c'est-à-dire des gens qui correspondent à cette théorie qu'on a sur nous. Et en fait, je pense que c'est vraiment quand on prend le risque
d'aller vers des gens qu'on n'aurait pas côtoyés, qu'on prend le risque de la nouveauté, qu'on prend le risque de, par curiosité, d'aller se confronter à des choses auxquelles on ne serait pas allé naturellement, Oui. automatiquement, que ça nous permet de nous ouvrir par rapport à de nous surprendre, en fait, de nous surprendre et d'avancer dans notre construction, vraiment. Nous ouvrir, nous enrichir. Et puis du coup, ben, comme on est tous pareils, si je puis dire ainsi, c'est-à-dire qu'on est tous comme ça, potentiellement, j'allais dire malléable, c'est pas le mot, mais voilà, on peut tous changer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, alors que initialement, on n'aurait pas été vers ce milieu social entre guillemets, mais si, en fait, enfin, faut juste oser sortir de notre zone de confort. Il se passe la même chose de l'autre côté, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, quand plusieurs milieux se rencontrent, c'est là où ben voilà, la richesse naît, c'est là où il se peut de belles choses. C'est là où on se découvre et c'est là par interaction, parce qu'on ne se construit que dans l'interaction. On module et on flexibilise ces constructions de théories sur soi qui nous permet justement de dépasser aussi certains blocages, certaines blessures, certaines répétitions d'événements, de rencontres. Pourquoi on tombe toujours sur les mêmes personnes? Pourquoi il nous arrive toujours la même chose? Pourquoi on réagit toujours de la même manière? Bah oui, mais parce qu'on va inconsciemment aller chercher ce qui correspond à nos croyances et à nos schémas. Et après, sortir de là. Et oui, c'est ça. Donc, c'est vrai d'aller vers l'autre et l'autre finalement il a aussi peur que nous, donc autant aller un petit peu à sa rencontre et puis. Oui, mais vous voyez ce que vous dites, c'est intéressant. La peur. Ouais. C'est-à-dire que souvent, en thérapie, à un moment donné, il y a des résistances parce qu'il y a la peur, quoi. Il y a la peur du changement, il y a la peur et il y a tous les bénéfices secondaires, du connu. Ça, je sais que je le fais comme ça. Voilà, par rapport au schéma, par exemple, de perfectionnisme que je parlais tout à l'heure. Je fais référence à un de mes patients qui se reconnaîtra peut-être. On l'embrasse. Je ne sais pas qui mais qui a un système de croyance, il dit, mais oui, mais moi, ça m'a permis d'avancer, de faire ma carrière. Je sais que d'être dans ce schéma-là, quelque part, c'est un schéma de protection parce que grâce à ça, c'est grâce à ça que j'ai réussi à construire, à mettre ma famille en sécurité. Et donc, du coup, il y a toutes des stratégies qui sont à la fois fonctionnelles, à la fois dysfonctionnelles, c'est-à-dire que ça fonctionne sur certains aspects et justement, ces bénéfices-là, après, c'est hyper difficile de prendre le risque de fonctionner autrement parce qu'on a peur que si on fonctionne différemment, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Ouais. Après, il a mis donc sa famille en sécurité, donc certes, c'est une bonne béquille parce que c'était son souhait, c'était ce qu'il recherchait. Mais pour autant, est-ce que tous ses désirs sont comblés? Est-ce que justement, il a pas envie aussi d'aller sur une autre parce qu'on n'a pas juste un souhait dans la vie. Souvent, voilà, on a plusieurs vies, et on a plusieurs envies. Et du coup, c'est là où on se dit, ça, c'est bon, c'est fait, mais se laisser l'opportunité de pouvoir justement aller vers d'autres horizons, entre guillemets. Oui, c'est surtout que ça crée constamment une blessure en lui d'imperfection, C'est ça. de quête. C'est une insatisfaction permanente, c'est un sentiment d'échec en fait permanent qui à la fois, il dit, ça le pousse à aller encore plus et faire encore mieux, etc. Mais ça le met dans des tourments et des affects dépressifs qui sont hyper douloureux. Donc, c'est ça la problématique, c'est comment je peux peut-être continuer à adopter certains schémas, mais en pleine conscience. Et voir en fait que ça, ce sont des schémas et de ne pas se réduire
En fait, le truc, c'est l'ouverture et de ne pas se réduire et de passer à un mode plus en conscience qu'à un mode automatique et figé. C'est comme ça ne peut pas être autrement. Oui, c'est comme ça t'amène des bénéfices, mais est-ce que tu ne peux pas aussi regarder les choses différemment? Est-ce que les choses ne peuvent pas être aussi éclairées d'une autre manière pour pouvoir apaiser d'autres conséquences que ça a, ces schémas-là? Ouais. Et j'avais une autre question justement, donc on l'a vu, ça conditionne nos attitudes, ça conditionne beaucoup de choses, la manière dont on s'est construit. Qu'en est-il des émotions? Est-ce qu'elles dépendent justement de notre personnalité ou pas? Parce qu'on peut être quelqu'un qui semble, je vais schématiser, mais un gros dur et pourtant avoir des sentiments à fleur de peau, enfin les émotions à fleur de peau, pardon. Du coup, les émotions, ça n'a rien à voir avec la personnalité. C'est deux choses bien différentes ou Ah non, non, c'est comme l'intelligence, enfin, c'est la personnalité, c'est encore une fois, c'est la théorie sur soi. La théorie, c'est ce qui va englober. Donc, on a la sensation d'être comme ça, mais dans le ça, il y a notre intelligence, il y a notre sensibilité, il y a notre régulation émotionnelle, il y a tout ça. Mais comme vous l'avez dit, ça crée peut-être une tonalité plus anxieuse et du coup, on va avoir plus peur, on va avoir une forme d'insécurité qui va être plus importante. Pour d'autres schémas, ça va être la colère. On a la sensation d'être jamais respecté, oui. ou d'être toujours en position de vigilance et de méfiance par rapport au monde. Donc, du coup, la colère va s'activer très vite, la peur, la méfiance va s'activer très vite. Donc, ça fonctionne complètement ensemble. Ou la tristesse aussi, d'avoir cette sensation que tout est tellement injuste et que le monde dans lequel on vit, c'est scandaleux et d'avoir une forme de morosité, de noirceur, de tristesse au fond de nous. Vous voyez, comme bien sûr que les émotions, de fait, vont être complètement l'expression de ces manières qu'on a de nous penser et de penser le monde et de penser les autres. Enfin, ça marche ensemble. Voilà, c'est exactement. Donc du coup, pour reboucler la boucle, hein, on l'a dit, la personnalité, elle n'est pas figée. Voilà, elle évolue, elle est même depuis notre naissance, elle s'est construite, mais on peut venir remoduler. Voilà, il suffit juste d'avoir cette ouverture d'esprit-là pour essayer de modifier, en tous les cas, quand ça nous pose problème. Hein, on le disait, voilà, si tout se passe bien, tant mieux. Ouais, mais même par curiosité, moi je trouve que ça donne une forme de liberté, quoi. On reprend notre liberté. Oui, c'est ça, le mot liberté, je trouve qu'il colle parfaitement avec tout ce que vous avez dit précédemment, voilà, de sortir, bon, voilà, on en parle de la zone de confort, mais c'est voilà, sortir, et puis c'est vivre, quoi, cette liberté, c'est de vivre, d'aller dans l'inconnu, dans les rencontres, d'aller… De se libérer. On dit que on se libère le jour où on sait que la cage est faite de pensées. Et c'est tellement vrai, c'est-à-dire que tout ça, c'est que de la pensée, c'est que des systèmes de croyances, de pensée. Et les pensées ne sont pas des faits, les pensées, c'est de la construction. Et on se libère vraiment le jour où on se dit qu'en effet, tout ça, c'est que des pensées. Donc, comment je peux moduler pour vivre dans un monde avec une pensée qui sera plus agréable, positive, plus apaisée par rapport à tout ça. Mais juste pour… on dit que les enfants deviennent ce qu'on pense d'eux. C'est énorme, cette phrase. Ouais. Vous voyez, le poids, le poids de la pensée. Ouais. C'est toutes les études sur l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. L'effet Pygmalion, c'est que les enfants vont avoir adopté un comportement en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous croyez d'eux, plus que la réalité de leur potentiel, la réalité de leur bagage génétique ou leur tempérament, quoi. Et ça, l'effet Pygmalion, c'est quand même un effet qui a une grande stabilité au niveau des études scientifiques et qui montre à quel point le poids de ce qu'on pense va venir façonner
notre manière d'identifier les choses, mais de sélectionner les informations dans notre environnement, de traiter les informations, de les interpréter. Enfin, c'est pour ça que c'est au cœur quand même la personnalité. C'est une notion au cœur de la psychologie et enfin au cœur de l'humain, quoi. Au cœur de l'humain, c'est ça. Du coup, pas hésiter à rappeler aux enfants qu'ils sont capables. Ça, déjà, je pense que ça leur permet de partir avec une petite dose de confiance. Oui, enfin, de les surprendre à être capables. Au-delà de leur dire, oui, c'est de les surprendre au moment et d'éclairer. waouh. Ouais. C'est vraiment la notion de spot. Où est-ce que vous allez éclairer? L'enfant, il a tel et tel comportement. Vous allez mettre en lumière quoi? Où est-ce que vous mettez votre focus? Parce que selon où vous mettez votre focus, en effet, ça va amener petit à petit. Bon, il est toujours agité, il est toujours perturbateur, il se lève tout le temps. Oui, peut-être parce qu'il a un TDAH ou peut-être parce qu'il est anxieux ou peut-être. Mais du coup, à force d'éclairer cet aspect. Eh oui, mais là, du coup, on alimente. Mais ouais. L'enfant le focus ailleurs. Ouais. Construit dans je suis l'élément perturbateur, je suis j'agace tous les adultes, moi je suis l'enfant agaçant. Et après, ça se. Voilà. Donc, comment je fais pour mettre le focus et éclairer d'autres parts de lui parce qu'il est pas de qualité, voilà, d'autres qualités. Ouais. Ça ne veut pas dire d'ignorer cette part-là, mais ça veut dire peut-être de renforcer, c'est le conditionnement du renforcement, hein, de renforcer d'autres aspects, d'autres facettes pour que ça puisse compenser et qu'on trouve quelque chose de plus équilibré. En fait. Non, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Et du coup, c'est vrai que à l'âge adulte, pour conclure, parce que là, on en a déjà dit beaucoup, puis il y en aurait tellement à dire, mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, on dit souvent, c'est bien aussi de se rappeler effectivement les choses qu'on a accomplies. Et c'est vrai pour se rappeler, parce que souvent on a tendance à oublier, mais pour justement se dire, oui, là, ça, j'étais capable de ça, et ben voilà, je peux encore. Voilà, alors là, vous ouvrez encore sur un autre truc, parce que la puissance, comme dit, la puissance du mental, la puissance des pensées, fait que vous n'allez pas vous rappeler des mêmes choses selon ce que vous pensez de vous et selon comment vous avez éclairé votre parcours. Et du coup, au niveau du stockage et de la récupération en mémoire à long terme, vous allez piocher plutôt dans cette catégorie de souvenirs ou cette catégorie, voire même transformer des souvenirs. Hein. Ce qu'on se souvient, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Jamais. Ah oui. Jamais. C'est transformé, c'est reconstruit par rapport à cette grille et à cette théorie que vous pensez être vous et être les autres et être le monde. Donc, c'est là où c'est très puissant, en effet, où c'est très profond. C'est que ça crée aussi des choses dans la mémoire à long terme, dans votre stock de souvenirs, dans voilà, cette sensation, ma famille n'a jamais été là pour moi. Enfin, il y a sûrement une part de vrai, mais après, à quel degré on se on se raconte des histoires. Vraiment, je pense que le cerveau, il est là pour nous raconter des histoires, mais parce qu'on en a besoin, comme on disait en introduction, on a besoin de repères, on a besoin de cohérence, on a besoin de consistance, donc on a besoin d'un récit qui soit tramé, qui ait une logique, et ça nous aide à être stable et à être apaisé, mais c'est toujours une histoire, et de fait, on peut se la raconter différemment. Voilà. Oui, on peut se la raconter différemment, être le héros qu'on a envie d'être, enfin, héros pour le personnage, en tous les cas, qu'on a envie d'être. C'est jamais la réalité. C'est jamais la réalité. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, on va conclure, conclure. Voilà, pour aujourd'hui, en tous les cas, sur cette thématique-là. C'est fascinant, Audrey. Voilà. S'il y avait donc quelques petites choses à retenir, effectivement, c'est que rien n'est figé et que sortir un petit peu de ces croyances limitantes, de ces schémas-là, c'est vraiment s'offrir la possibilité de s'être libre, voilà, et s'offrir la possibilité d'accéder à ce dont on a envie fondamentalement. Voilà, les freins, ils sont dans la tête, quoi. C'est bien souvent, en tous les cas. Oui. Alors, on dit que ce qui aide beaucoup, c'est d'identifier nos valeurs
Et il y a la thérapie ACT qui travaille beaucoup sur ça. Et je trouve que c'est une approche qui est vraiment intéressante. C'est dans toute cette liberté et ce possible, en fait, de s'orienter vers ce qui a du sens. Et voilà, quelles sont mes valeurs et à partir de là, de pouvoir tramer avec sa boussole intérieure pour s'aligner à ces valeurs-là, au-delà de toutes ces pensées, de toutes ces croyances. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et c'est, comme le dit, on jardine après, on fait du jardinage de sa personnalité pour pouvoir justement aller et s'aligner plus vers ce qu'on veut, vers ses valeurs, vers ce qui a du sens, en fait. Et ça, c'est la clé pour une vie épanouie. Voilà, c'est ça, c'est aller vraiment vers quelque chose qui a du sens pour nous. Et puis, chaque personne est différente, donc à chacun de trouver. La thérapie ACT, on l'a noté. Et bien justement, Audrey, donc on le disait, on peut effectivement donc entreprendre ce travail-là, même si on n'a pas de problème, même si tout va bien, parce que c'est très intéressant d'aller à la découverte de soi toujours, bien sûr. Et puis évidemment, si on ressent des blocages, des souffrances, voilà, des schémas répétitifs, il ne faut surtout pas hésiter à consulter. Vous-même, Audrey Platania, je l'ai dit dans l'introduction, vous faites partie des centres Cogiteuse. Comment faire pour vous contacter? Oui, alors le réseau Cogiteuse, c'est on est une équipe de psychologues, de psychothérapeutes un peu partout en France. Donc, via le site internet, vous pouvez prendre rendez-vous avec une des psychologues du réseau. Pas de souci. Merci beaucoup. Et évidemment, je remettrai les informations dans le descriptif pour vous rejoindre plus facilement encore. Et merci Audrey, challenge relevé, j'ai envie de dire. C'était pas évident. Non, c'est pas simple. J'ai envie d'en parler pendant des heures et voilà. Ah oui, parce qu'après, on n'a pas parlé de tout ce qui est trait de personnalité, comment évaluer la personnalité, tout ce qui c'est questionnaire, tout. Non, on n'a mis personne dans des cases. Au contraire, on a laissé voilà, on est dans ça, tout à fait. Ouais. Et c'était très intéressant. Merci encore. Merci à vous, Émilie. À très bientôt, j'espère. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.